Si tu fais un seul bruit, si tu bouges ne serait-ce qu'un doigt, je ferai du mal à ton père. Et tout le monde dira que c'est de ta faute. Tu as compris, petite idiote? Personne ne t'entendra jamais. » Ces mots étaient la prison qui gardait Élodie, une fillette de 7 ans, emmurée dans son propre corps. Silencieuse et immobile dans son fauteuil roulant, le monde la croyait victime d'un accident tragique. Pour tous, sa belle-mère, Isabelle, était une sainte. Un ange de dévouement, qui avait sacrifié sa vie pour veiller sur l'enfant brisé. Elle était belle, charitable, parfaite. Une façade si convaincante, que personne n'osait la remettre en question. Mais un jour, quelqu'un a vu la fissure dans ce masque parfait. Pas un médecin, pas un membre de la famille riche et puissante. Mais Léo, 17 ans. Le fils de la nouvelle domestique. Il a vu un détail que tout le monde avait ignoré, un détail infime, presque invisible dans la main de la petite fille chaque fois qu'Isabelle entrait dans la pièce. Ce N était pas un spasme, ce N était pas un réflexe. C était un cri d'aide silencieux. Léo a compris qu'il était le seul à avoir entendu ce cri. S'il parlait, personne ne le croirait. Il serait renvoyé, et l'enfant serait perdu pour toujours, piégé dans son silence par un monstre déguisé en ange. Alors, il a pris la décision la plus dangereuse de sa vie. Il allait prétendre ne rien savoir. Et il allait orchestrer un miracle pour la libérer. Avant de vous révéler comment ce jeune héros a commencé sa mission presque impossible, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville du monde vous écoutez cette histoire. Chaque commentaire est une voix de plus pour ceux qui ne peuvent pas parler. Maintenant, laissez-nous vous raconter comment tout a commencé. Le silence était la première chose que l'on remarquait en entrant dans le manoir de la famille Dubois. Ce N était pas un silence paisible, mais un silence lourd, épais, qui semblait absorber tous les sons. Les sols en marbre, si brillamment polis qu'ils reflétaient les hauts plafonds comme un lac gelé, ne renvoyaient jamais là, écho de pas pressés, ou de rires d'enfants. L'air sentait le bois ciré, les fleurs coupées, et une sorte de tristesse ancienne, comme si la poussière elle-même était faite de souvenirs malheureux. Au cœur de ce silence se trouvait Élodie. Assise dans son fauteuil roulant sur mesure, près d'une immense baie vitrée donnant sur des jardins manucurés, elle ressemblait à une poupée de porcelaine oubliée sur une étagère. À 7 ans, elle avait des cheveux blonds comme les blés, et des yeux d'un bleu si profond, qu'on aurait pu s'y noyer. Mais ses yeux ne pétillaient pas de la malice de l'enfance. Ils contenaient une peur stagnante, une vigilance constante qui ne la quittait jamais. Son corps était parfaitement immobile, ses mains reposant sur ses genoux, si inertes, qu'elles ne semblaient pas lui appartenir. Depuis l'accident, 1 an plus tôt, elle était devenue cette statue fragile, emmurée dans un monde où personne ne pouvait l'atteindre. Son père Jean-Pierre entra dans la pièce. Était un homme grand, au visage marqué par la fatigue et le chagrin. Il s'approcha doucement, un sourire forcé aux lèvres. Dans ses mains il tenait un petit paquet enveloppé de papier de soie. « Mon trésor, regarde ce que papa t'a apporté, » dit-il d'une voix douce, en déballant le cadeau pour révéler une magnifique boîte à musique en nacre. Il en tourna la clé, et une mélodie cristalline éleva, remplissant un instant le vide de la pièce. La ballerine sur la boîte se mit à tourner, gracieuse et mécanique. Élodie ne cilla pas, son regard resta fixé sur le jardin, comme si elle n'avait ni vu ni entendu. Le sourire de Jean-Pierre vacilla. Il posa la boîte sur une table à côté d'elle, caressant sa joue. La peau était douce, mais ne réagissait pas. Les médecins disent qu'il faut être patient, mon ange. Tu es là, je le sais. Tu reviendras vers nous. Il y avait de l'amour dans sa voix, mais aussi une profonde impuissance. Il voyait sa fille, mais il ne voyait pas sa cage. C'est alors qu'Isabelle fit son entrée. Elle était un éclat de vie dans cette atmosphère morne. Vêtue d'une robe élégante, ses cheveux coiffés à la perfection, elle apportait avec elle un parfum de gardénia, et une aura de contrôle bienveillant. Son visage s'illumina d'un sourire radieux en voyant son mari. « Chérie, tu es là. Ne la fatigue pas trop, » dit-elle d'un ton mielleux. Elle s'approcha d'eux, Élodie, et ajusta le châle sur ses épaules, avec un geste d'une tendresse étudiée. Elle déposa un baiser sur le front de l'enfant. À ce contact, le corps d'Élodie se raidit de manière presque imperceptible. Un frisson minuscule parcourut sa colonne vertébrale, un spasme si bref, que n'importe qui l'aurait attribué à un courant d'air. Mais ce N était pas le froid. C était la terreur. Isabelle le remarqua, car elle resserra subtilement sa prise sur elle, épaule de la fillette pendant une fraction de seconde, un avertissement silencieux.
Puis, elle se tourna vers Jean-Pierre, son visage à nouveau un masque de compassion. Le docteur a appelé. Il pense qu'une nouvelle thérapie par la musique pourrait aider à la stimuler. Je m'en occupe, bien sûr. Tu n'as à te soucier de rien. Elle était parfaite. La femme parfaite. La belle-mère parfaite. Elle gérait la maison, les médecins, les espoirs déçus de son mari. Le tout, avec un calme et une grâce qui forçaient l'admiration. Elle était le pilier sur lequel Jean-Pierre s'appuyait, et il la remerciait chaque jour pour son dévouement. Pendant ce temps, à l'autre bout de la maison, par l'entrée de service, un monde différent existait. Maria, la nouvelle gouvernante, donnait ses dernières instructions à son fils, Léo. À 17 ans, Léo était grand et mince, avec des yeux vifs et observateurs qui semblaient tout capter. Il aidait sa mère pendant l'eau, était pour mettre de l'argent de côté. Sois poli, ne touche à rien et surtout, ne dérange pas la famille, lui rappela Maria en ajustant son propre uniforme. Leur fille est très malade. La maison doit être un sanctuaire de paix. Madame Isabelle a été très claire là-dessus. Le majordome, un homme sévère au dos droit, leur fit faire le tour des lieux. Il leur montra les pièces où ils pouvaient aller, et, surtout, celles qui leur étaient interdites. Le couloir menant à l'aile d'eau, Élodie était la zone la plus sacrée. Personne n'entre ici sans l'autorisation expresse de madame, déclara-t-il d'un ton, sans appel. Alors qu'il passait devant le grand salon, Léo aperçut la scène pour la première fois. À travers l'embrasure de la porte, il vit la petite fille blonde, assise dans son fauteuil, une silhouette solitaire, dans une pièce immense et dorée. Elle semblait si petite, si fragile, perdue dans ce luxe écrasant. Cette image le frappa avec une force inattendue. Elle lui rappela sa propre sœur, des années plus tôt, le silence dans lequel elle était enfermée quand elle souffrait, et que lui, son grand frère, n'avait rien vu. Un sentiment de malaise s'installa en lui. Le silence de cette maison était pas paisible, il était assourdissant. Les premiers jours de Léo au manoir furent une succession de tâches silencieuses et répétitives. Il aidait au jardin, polissait l'argenterie sous le regard sévère du majordome, et apprenait à se déplacer dans cette immense maison comme une ombre, en effleurant à peine les sols brillants. Il entendait souvent le son lointain de la boîte à musique, une mélodie fragile qui semblait être le seul soupir autorisé entre ces murs. Chaque fois, l'image de la petite fille immobile lui revenait en tête, et le malaise qu'il avait ressenti le premier jour ne le quittait pas. Un après-midi, alors qu'il aidait sa mère à nettoyer les grandes fenêtres du salon, il fut officiellement présenté. Jean-Pierre se tenait près de sa fille, lui lisant un livre de contes d'une voix monotone, plus pour se convaincre lui-même que pour elle. Il leva les yeux, et remarqua Léo. « Vous êtes le fils de Maria, n'est-ce pas, Léo ?» demanda-t-il, avec une gentillesse distante. Léo hocha la tête, s'arrêtant respectueusement. « Oui, monsieur. »« Viens, je te présente ma fille Élodie. » Jean-Pierre fit un geste vers l'enfant silencieuse. Elle a eu un grave accident de voiture l'année dernière. Elle a perdu sa mère dans la tragédie. Depuis, elle est ailleurs. Les médecins disent que son esprit s'est enfermé pour se protéger, mais nous gardons espoir. Il y avait une fissure dans sa voix en prononçant ces mots, une douleur si palpable, que Léo sentit une vague de pitié. La version officielle était tragique, crédible. Elle expliquait le silence, le chagrin, le luxe qui servait de cocon. À ce moment-là, Isabelle arriva tenant un plateau avec un verre de jus de fruits frais. Son sourire était éclatant, mais ses yeux se posèrent sur Léo avec une froideur calculée. « Jean-Pierre, chéri, tu ne devrais pas importuner le personnel avec nos histoires. » « Léo a du travail à faire, dit-elle, tout en s'agenouillant gracieusement à côté du fauteuil roulant. « Mon petit ange, regarde ce que je t'ai préparé. Ton jus de fraise préféré. » Elle prit une cuillère, la trempa dans le verre et l'approcha des lèvres pâles d'Élodie. La scène était l'incarnation même du soin et de la dévotion. Jean-Pierre regardait avec une gratitude évidente. Maria, la mère de Léo, observait depuis le fond de la pièce avec un respect admiratif pour cette femme qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules, avec tant d'élégance. Léo, lui, ne bougeait plus. Il était en train d'essuyer une tache sur la vitre, et son angle de vue était parfait. Il n'observait pas le visage d'Isabelle, mais les mains d'Élodie, posées sur les accoudoirs de son fauteuil. Des mains d'enfant, petites et supposément sans vie. Alors que la cuillère touchait presque les lèvres d'Élodie, Léo le vit. Ce fut un événement si bref, si minuscule, qu'il douta de ses propres yeux. La main droite de la fillette, celle qui était la plus proche de lui, se contracta. Ce ne fut pas une secousse, mais un serrement.
Les petits doigts se replièrent sur eux-mêmes, les phalanges blanchirent sous la peau fine, formant un point minuscule et tremblant. Était un geste de refus, de rage impuissante, un cri muet qui dura à peine une seconde. Puis, aussi vite qu'il était apparu, le poing se relâcha. La main redevint flasque, inerte, comme si de rien était. Personne d'autre ne l'avait vu. Isabelle était trop concentrée sur son rôle, son visage tourné vers son mari, pour s'assurer qu'il était bien le témoin de sa bonté. Jean-Pierre ne regardait que le visage de sa fille, espérant une réaction qui ne venait jamais. Sa mère était trop loin. Mais Léo, lui, l'avait vu. Son sang se glaça. Il arrêta son mouvement, le chiffon à moitié levé. Tout son corps était en état d'alerte. Ce était pas un spasme. Il avait vu assez de reportages médicaux pour savoir qu'un réflexe nerveux était différent. Était une action volontaire, née d'une émotion puissante. Une émotion qui n'avait aucun sens si la petite fille était réellement catatonique. Il releva lentement les yeux vers Isabelle. Elle souriait toujours, murmurant des mots doux à l'enfant tout en lui donnant son jus, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il y avait quelque chose de dur, de prédateur dans son regard quand elle pensait que personne ne la regardait. Léo sentit son cœur battre lourdement dans sa poitrine. Une question terrifiante commença à se former dans son esprit. Et si Élodie n'était pas malade? Et si elle avait peur? Peur de la femme que tout le monde vénérait comme un ange. Le souvenir de sa propre ignorance passée, de sa propre incapacité à voir la souffrance de sa sœur, le frappa avec la force d'un coup de poing. Cette fois il ne détournerait pas le regard. Il ne pouvait pas. Il venait de voir un détail étrange. Et il savait, avec une certitude glaciale, que ce détail était la clé de tout. L'image de ce petit poing serré, hantait Léo. Était devenue une obsession silencieuse, un secret brûlant qu'il ne pouvait partager avec personne, pas même avec sa mère. Comment aurait-il pu expliquer une chose si fugace? Elle l'aurait accusé d'imaginer des choses, de chercher des problèmes là où il n'y en avait pas. Après tout, Isabelle était l'incarnation de la perfection. Elle complimentait le travail de Maria, souriait toujours à Léo quand elle le croisait, et parlait d'Odd, Élodie avec une tristesse si convaincante qu'elle aurait pu faire pleurer une pierre. Par moments, Léo se demandait s'il n'avait pas rêvé, s'il ne projetait pas ses propres angoisses sur cette famille tragique. Mais ensuite il croisait le regard d'Élodie. Un regard vide pour le reste du monde, mais dans lequel Léo commençait à déceler une lueur. Une intelligence captive, une peur si profonde, qu'elle était devenue une partie d'elle-même, et il savait qu'il n'avait pas rêvé. Quelques jours plus tard, une occasion se présenta. Jean-Pierre était parti en voyage d'affaires pour 2 jours. Maria avait été chargée d'un grand nettoyage de l'argenterie dans l'office, une tâche qui prendrait des heures. Isabelle, quant à elle, confia à Léo le soin de dépoussiérer les livres de la bibliothèque, une immense pièce lambrissée, qui jouxtait le grand salon où Élodie passait ses journées. Une grande double porte séparait les 2 pièces. L'une d'elles était restée légèrement entr'ouverte, créant une fente verticale, un cadre étroit sur le drame silencieux qui se jouait à côté. Léo travaillait en silence, conscient de chaque son. Il entendait le bruissement des pages d'un magazine qu'Isabelle feuilletait, et, de temps en temps, le cliquetis d'une tasse de thé, posée sur sa soucoupe. L'atmosphère était calme, presque somnolente. C'est alors qu'il entendit un bruit infime. Un léger gargouillis, le son involontaire d'une enfant qui a soif. Le silence qui suivit fut immédiat et total, le bruissement des pages s'arrêta. Léo retint sa respiration, les yeux rivés sur la fente de la porte. Il vit Isabelle se lever. Son mouvement était pas fluide et gracieux comme d'habitude. Il était sec, impatient. Elle s'approcha du fauteuil roulant, et Léo vit son visage. Le masque de l'ange était tombé. Ses traits étaient durs, ses lèvres pincées en une ligne fine et cruelle. Elle se pencha vers Élodie, son visage, à quelques centimètres seulement de celui de l'enfant. Sa voix, quand elle parla, était plus qu'un sifflement venimeux, si bas que seul le silence de la maison permettait de l'entendre. « Qu'est-ce que je t'ai dit à propos des bruits ?» siffla-t-elle. « Tu crois que c'est un jeu? Tu veux que je me fâche ?» Élodie était pétrifiée, ses grands yeux bleus fixés sur le monstre devant elle. Isabelle attrapa les accoudoirs du fauteuil, ses doigts manucurés, s'enfonçant dans le cuir. « Tu as oublié ce qui arrive quand tu me déçois? Souviens-toi de ce qui est arrivé la dernière fois. L'escalier. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Un seul mot de ta part, un seul geste, et je peux faire bien pire. Je le dirai à ton père. Je lui dirai que tu es devenue violente, folle. Il me croira moi, pas toi.
il me choisira toujours moi. Elle fit une pause, savourant la terreur absolue de la petite fille. Alors tu vas rester silencieuse, tu vas rester immobile. Tu vas rester ma petite poupée cassée, pour toujours. Derrière la porte, Léo était paralysé. Le froid de la bibliothèque ne semblait rien comparé à la glace qui venait de s'emparer de ses veines. Il avait entendu chaque mot. La menace, la référence à l'escalier, la manipulation diabolique. L'accident n'en était pas un, était une tentative de meurtre, ou du moins un acte de violence si terrible, qu'il avait volé la voix et le mouvement d'une enfant. Il sentit la nausée monter. Une rage féroce, impuissante, le submergea. Son premier réflexe fut de faire irruption dans la pièce, de crier, de la repousser, loin de cette enfant innocente. Mais ses pieds restèrent cloués au sol. La réalité le frappa avec une brutalité inouïe. S'il intervenait, que se passerait-il? Isabelle nierait tout. Elle le traiterait de menteur, d'espion. Elle retournerait la situation contre lui en une seconde. Il serait renvoyé sur le champ, et sa mère avec lui. Et après? Il serait parti, et Élodie resterait seule avec ce monstre, qui saurait désormais qu'on la surveillait. La cruauté ne ferait qu'empirer, devenant plus subtile, plus vicieuse. Il ne pouvait pas la protéger s'il était plus là. Lentement il recula, éloignant de la porte, le cœur battant à tout rompre. Le choc initial se transforma en une certitude froide et dure comme l'acier. Il ne pouvait pas la confronter. Il ne pouvait pas fuir. Il devait rester. Il devait prétendre n'avoir rien vu, rien entendu. Il devait porter le masque de l'employé invisible, tout comme Isabelle portait celui de l'ange. La suspicion était morte, remplacée par une connaissance horrible. Et de cette connaissance naquit une nouvelle mission. Il ne s'agissait plus de comprendre, mais de combattre. Il devait trouver un moyen de prouver l'improuvable et de sauver Élodie de sa prison silencieuse, seule. Après la terrible révélation dans la bibliothèque, Léo se força à devenir invisible. Il accomplissait ses tâches avec une efficacité silencieuse, la tête basse, évitant le regard de tous, surtout celui d'Isabelle. Mais à l'intérieur une guerre faisait rage. Il passait ses nuits à élaborer des plans impossibles, des scénarios où il parviendrait à exposer la vérité, mais chaque idée se heurtait au même mur, sa parole contre la sienne. Il n'avait aucune preuve, seulement une certitude terrifiante. Isabelle de son côté, était une prédatrice. Elle possédait une intuition aiguisée, pour détecter les menaces potentielles. Et elle sentait quelque chose chez Léo. Ce était rien de tangible, juste un changement dans l'air quand il était près d'elle. Le garçon ne la regardait plus de la même manière. La déférence polie avait été remplacée par un calme opaque, un regard insondable, qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Elle le voyait parfois jeter des coudées, œil furtif en direction d'Élodie, et dans ses regards, il n'y avait plus seulement de la pitié, mais une sorte de détermination qui la mettait mal à l'aise. Elle décida qu'il était temps de neutraliser cette menace, avant même qu'elle ne puisse prendre forme. Elle n'avait rien de concret à lui reprocher, alors elle allait créer l'arme qui servirait à le détruire. L'occasion se présenta sous une forme inattendue. Léo, dans sa quête d'un moyen de communiquer avec Élodie, se souvint de son amour pour le dessin, mentionné par son père. Un soir, après que tout le monde fut couché, il se glissa dans le salon et déposa un petit dessin sur le rebord extérieur de la fenêtre, là où il savait qu'Ed Moïm, Élodie pourrait le voir le matin. Était une simple marguerite, dessinée avec un talent remarquable, un petit message d'espoir anonyme dans ce monde de silence. Il espérait que ce serait le premier pas, une façon de lui montrer qu'elle était pas seule. Isabelle le trouva le lendemain matin. En ouvrant les rideaux, son regard fut attiré par le petit carré de papier. Elle le prit, l'examina. Le dessin était délicat. Presque tendre. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été un geste touchant. Pour Isabelle, était le prétexte parfait. Elle plia soigneusement le papier et le glissa dans sa poche, un sourire glacial aux lèvres. Lorsque Jean-Pierre rentra de son voyage ce soir-là, elle l'attendit dans son bureau. Elle avait pris soin de paraître troublée, le visage empreint d'une inquiétude maternelle. « Chérie, je suis si contente que tu sois là », commença-t-elle d'une voix douce et hésitante. « Il y a quelque chose. Je ne voulais pas t'alarmer pendant ton déplacement, mais je suis préoccupé. » Jean-Pierre, fatigué, posa sa mallette. « Qu'y a-t-il, mon amour? Un problème avec Élodie? » « Non, elle va bien, enfin, comme d'habitude. C'est à propos du fils de la gouvernante. » Léo. Elle fit une pause, laissant le suspense s'installer. « Je sais que c'est un jeune homme serviable, mais, je l'ai remarqué. Il observe Élodie, constamment.
Il y a une fascination dans son regard qui me met mal à l'aise. Et puis, j'ai trouvé ça. Elle sortit le dessin de la marguerite de sa poche et le posa sur le bureau. Jean-Pierre le regarda, fronçant les sourcils. C'est une fleur. Oui, dit Isabelle, sa voix tremblant légèrement. Je l'ai trouvée sur le rebord de la fenêtre d'O. Élodie ce matin. Il la lui a laissée en secret. Je ne veux pas paraître paranoïaque, mais n'est-ce pas un peu étrange? Cette insistance, cette obsession. C'est malsain. Elle est si vulnérable, Jean-Pierre. L'idée que quelqu'un puisse la regarder de cette façon, ça me terrifie. Les mots d'Isabelle étaient des gouttes de poison savamment distillées, conçues pour activer les peurs les plus profondes d'un père. Vulnérable. Obsession. Malsain. Sécurité. La protection de sa fille était la seule chose qui comptait pour Jean-Pierre. La logique laissa place à l'instinct paternel. Il ne vit plus un dessein innocent, mais une intrusion, une menace potentielle pour son trésor sans défense. Il ne convoqua pas Léo, cela aurait été trop direct. Il appela Maria. Quand Léo entra dans le petit appartement du personnel, il trouva sa mère en larmes, le visage décomposé par la peur et la honte. « Qu'as-tu fait ?» sanglota-t-elle. « Monsieur Dubois m'a parlé. Il dit que tu as eu un comportement inapproprié envers mademoiselle Élodie. Que tu l'importunes. » Léo sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ce n'est pas vrai. Maman, je... »« Tais-toi » le coupa-t-elle, la voix brisée. « À cause de toi, nous allons tout perdre. » Il a dit que tu n'as plus le droit d'approcher sa fille. Tu n'as plus le droit d'entrer dans le salon, la bibliothèque, nulle part près d'elle. Tu restes à la cuisine ou au jardin. Un seul pas de travers, Léo, et nous sommes à la rue. M'as-tu bien entendu? Léo ne put que hocher la tête, la gorge nouée. Le piège S était refermé. Il était discrédité, surveillé. Sa propre mère le regardait maintenant avec méfiance. Isabelle avait gagné cette bataille sans même avoir eu à le regarder en face. Le mur autour d'E, Élodie venait de S, élevé de plusieurs mètres, et il était maintenant seul de l'autre côté, plus isolé et impuissant que jamais. Les jours qui suivirent furent une épreuve pour Léo. Le poids de l'interdiction et la déception dans les yeux de sa mère étaient constants. Il était confiné à la cuisine et au jardin, des frontières invisibles mais infranchissables qui le séparaient d'A. Élodie. Parfois, il apercevait Isabelle, qui le regardait de loin, depuis une fenêtre du salon, un petit sourire suffisant aux lèvres. C était le sourire d'un prédateur qui a marqué son territoire. Chaque sourire était une piqûre de sel sur une plaie ouverte, lui rappelant son impuissance. Le désespoir menaçait de l'engloutir. Il était seul, discrédité, et la vérité qu'il portait était un fardeau trop lourd pour un garçon de 17 ans. L'idée d'abandonner, de simplement faire son travail et de ne plus y penser, était une tentation constante. Puis, un après-midi, alors qu'il taillait les rosiers près de la terrasse du salon, il la vit. Élodie était là, à sa place habituelle derrière la grande baie vitrée. Le soleil de fin de journée illuminait ses cheveux blonds, mais son visage restait dans l'ombre, une petite tache pâle dans l'immensité de la pièce. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Pendant une seconde, Léo eut l'impression de voir au-delà du vide. Il vit une âme prisonnière qui le regardait, et il comprit qu'abandonner N n'était pas une option. C était une trahison. La colère remplaça le désespoir. Une colère froide, calculée. Isabelle avait utilisé sa tentative de communication contre lui. Elle l'avait banni. Très bien. S'il ne pouvait pas s'approcher d'Ray, Élodie, il trouverait un autre moyen. Son regard balaya le jardin, son nouveau royaume, sa prison. Et lentement, une idée commença à germer. Le jardin N était pas une barrière. C était une arme. Isabelle ne mettait jamais les pieds dans le jardin. Elle le considérait comme le domaine du personnel. Elle ne se salirait jamais les mains avec de la terre. C était sa faiblesse. Le jardin était le seul endroit où Léo pouvait agir sans être surveillé. Il se redressa, les mains sales de terre. Un plan audacieux se formant dans son esprit. Un plan en 2 parties. La première partie était pour Élodie. Il devait lui redonner espoir. Il devait lui montrer qu'elle avait un allié. Les messages directs étaient trop risqués. Il devait créer un langage secret, un code, que seule elle pourrait comprendre. Il se souvint des quelques dessins d'enfants qu'il avait aperçus dans sa chambre le premier jour, avant d'en être banni. C étaient des dessins de fleurs, mais pas n'importe lesquels. Des tournesols. Des fleurs qui cherchent la lumière. Chaque jour, il planterait un nouveau tournesol, dans une partie bien visible du jardin, juste en face de sa fenêtre. Un tournesol par jour, comme un calendrier de l'espoir. Un symbole silencieux pour lui dire « Je suis là, tiens bon, regarde vers la lumière ».
La deuxième partie du plan était pour Isabelle. L'espoir ne suffirait pas à libérer Élodie. Il lui fallait des preuves. Des preuves concrètes, irréfutables, qui anéantiraient l'image de l'ange et révéleraient le monstre. Il avait entendu ces menaces une fois. Il devait les capturer. Il lui fallait un enregistrement. Mais comment placer un micro dans une pièce à laquelle il n'avait plus accès? La réponse lui vint en image. La petite boîte à musique en nacre, posée sur la table à côté d'eux. Élodie. Un objet innocent. Un cadeau de son père. Un objet qu'Isabelle ne remarquerait jamais. Car pour elle, il était qu'un bibelot silencieux et inutile. Était le cheval de Troie parfait. Le plan était terrifiant dans sa simplicité. Il devait se procurer un micro-espion, un de ces minuscules enregistreurs activés par la voix. Il utiliserait ses économies. Ensuite, il lui faudrait trouver un moyen de subtiliser la boîte à musique, de la cacher dans la cabane à outils du jardin, d'y dissimuler l'appareil, puis, et était le plus difficile, de la remettre à sa place sans que personne ne s'en aperçoive. Le risque était énorme. S'il était découvert, les conséquences seraient cataclysmiques. Mais la peur avait cédé la place à une étrange sérénité. La sérénité de celui qui n'a plus le choix. Ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait le manoir, Léo se tenait dans le jardin, regardant la fenêtre éclairée du salon. Il était plus le fils de la domestique, effrayé et isolé. Il était devenu un stratège, un protecteur silencieux. Il allait mener une guerre depuis les parterres de fleurs et les ombres du jardin. Le jeu avait changé. Il ne subissait plus. Il allait agir. Le lendemain matin, avant même que les premiers rayons du soleil ne touchent les toits du manoir, Léo était dans le jardin. Il tenait dans sa main un jeune plant de tournesol, acheté discrètement la veille. Il choisit un endroit bien en vue depuis la fenêtre du salon, et, avec un soin presque cérémoniel, il le mit en terre. Était le premier mot de leur conversation secrète. Plus tard dans la journée, en taillant une haie, il garda un œil sur la fenêtre. Il vit le regarder, Élodie, habituellement perdue dans le vague, se fixer sur la petite fleur jaune. Son visage resta inexpressif, mais elle regarda la fleur pendant de longues minutes. Pour Léo, Sexe était un accusé de réception. Le message était passé. Chaque jour qui suivit, un nouveau tournesol rejoignit le premier, formant une ligne fragile et tenace, un calendrier de l'espoir qui grandissait face à la façade de pierre froide de la maison. Pendant que ce lien silencieux se tissait, Léo mettait en œuvre la partie la plus dangereuse de son plan. Il avait commandé en ligne un micro-enregistreur, un petit cube noir pas plus grand qu'un morceau de sucre, et l'avait fait livrer dans un point relais en ville, pour ne pas attirer l'attention. L'objet semblait dérisoire dans sa paume, mais il contenait le pouvoir de détruire un empire de mensonges. Le plus difficile restait à faire, subtiliser la boîte à musique. Il lui fallait une diversion. Il choisit le milieu de l'après-midi, quand Isabelle prenait son thé dans le petit salon. Il demanda à sa mère, sous un prétexte anodin, d'aller demander à madame si elle désirait des biscuits spécifiques qu'il prétendait ne pas trouver. Était une requête simple, mais suffisante pour attirer Isabelle à la cuisine pendant 1 minute ou 2. Dès que sa mère et Isabelle furent hors de vue, Léo se glissa dans le grand salon, le cœur battant dans sa poitrine, chaque seconde semblait durer 1 heure. Il se déplaçait sur la pointe des pieds, terrifié à l'idée qu'une latte de parquet puisse grincer. Il attrapa la boîte à musique sur la table. L'objet était froid et lourd dans ses mains moites. Il le cacha sous sa chemise et repartit aussi vite qu'il était venu, retournant à son sanctuaire, la cabane à outils au fond du jardin. Là, au milieu des odeurs de terre et d'huile, il opéra avec la précision d'un chirurgien. Il dévissa délicatement la base de la boîte, révélant le mécanisme complexe. Il trouva un petit espace vide, près des engrenages, y cala le micro-enregistreur, et le fixa avec une goutte de colle. Il vérifia que l'activation vocale fonctionnait, puis remonta le tout. Était indétectable. Remettre la boîte en place fut encore plus angoissant. Il attendit le lendemain, profitant du moment où il savait qu'Isabelle passait un long appel téléphonique dans son bureau. Il refit le chemin en sens inverse, le souffle court, posa la boîte exactement au même endroit, à la même orientation. Quand il quitta la pièce, il eut l'impression d'avoir désamorcé une bombe. Le piège était maintenant en place. Les 2 jours suivants furent une torture. Léo plantait ses tournesols, le regard fixé sur la fenêtre, mais son esprit était dans cette boîte, sur cette table. Avait-elle dit quelque chose? L'appareil fonctionnait-il? L'attente était insoutenable. Finalement, il utilisa une autre ruse pour récupérer la boîte. Cette fois, il renversa délibérément un seau d'eau sur le perron.
obligeant Isabelle et sa mère à se précipiter pour éponger le désordre. L'échange fut rapide, presque trop facile. De retour dans sa cabane, il connecta l'enregistreur à son téléphone avec un câble, des écouteurs sur les oreilles. Les premières heures étaient que du silence, le tic-tac d'une horloge, le son lointain d'une voiture. Son cœur se serra. Était un échec. Et puis, il l'entendit. La voix d'Isabelle. Pas un murmure, mais une voix claire, glaciale. « Tu crois que je ne te vois pas? Tu passes tes journées à regarder par cette fenêtre. Arrête de me regarder comme ça, tu sais très bien ce qui t'attend si tu ne m'obéis pas. Ne me force pas à te le rappeler. » Ce était pas la confession qu'il espérait. Elle n'avait pas mentionné l'escalier, ni la menace envers son père. Mais était une preuve. Une preuve de harcèlement, d'intimidation. La confirmation que la façade angélique était un mensonge. Léo enregistra le fichier audio sur son téléphone, le cachant dans un dossier secret. Était la première pierre de son arsenal. Ce soir-là, il resta longtemps dans le jardin. La rangée de tournesols comptait maintenant près d'une semaine de fleurs. Il leva les yeux vers la fenêtre du salon. Élodie était là, dans la pénombre, une petite silhouette face à son champ de lumière. Elle regardait les fleurs. Et puis, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle tourna très lentement la tête vers lui, de l'autre côté du jardin. Et Léo crut voir, plus qu'il ne le vit réellement, un imperceptible hochement de tête. L'alliance était scellée. Il avait sa première preuve, et elle savait qu'elle était plus seule. La partie était pas encore gagnée. Mais pour la première fois, la victoire semblait possible. 2 semaines écoulèrent. La rangée de tournesols dans le jardin était devenue une ligne de sentinelles dorées, près d'une douzaine de fleurs hautes et fières, tournées vers le soleil. Pour le monde extérieur, ce était qu'un joli massif de jardiniers. Pour Léo et Élodie, était une promesse. Durant cette période, Léo avait réussi à échanger la boîte à musique 2 fois de plus, ajoutant 2 nouveaux fragments audio à son arsenal. Étaient des insultes voilées, des menaces chuchotées, chacune une goutte de poison. Ce était pas encore la confession dont il rêvait, mais le schéma de la cruauté devenait indéniable. Il sentait que le temps pressait. La tension en lui était presque insupportable, un mélange d'espoir et de terreur. Il savait qu'il lui fallait une opportunité, une scène parfaite, où le masque d'Isabelle pourrait être brisé une fois pour toutes. Cette opportunité se présenta sous la forme d'une soirée de charité annuelle, organisée par Jean-Pierre et Isabelle dans le manoir même. L'événement était le sommet de leur saison sociale. Les jardins, habituellement un sanctuaire de silence, furent transformés. Des lanternes en papier pendaient aux arbres, un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, et des dizaines d'invités élégamment vêtus, circulaient sur la pelouse parfaitement tondue, des coupes de champagne à la main. Isabelle était dans son élément, elle flottait entre les groupes, son rire tintant comme des clochettes, sa robe de soie scintillant sous les lumières du soir. Elle était l'hôtesse parfaite, épouse dévouée, la sainte gardienne. Elle avait même fait amener Élodie à la fête, garant son fauteuil roulant, à une place d'honneur sur la terrasse, telle une pièce d'exposition tragique servant à souligner sa propre vertu. « Ma pauvre chérie, disait-elle aux invités avec un soupir attristé, je voulais qu'elle puisse ressentir un peu de la joie de ce soir. » Léo, vêtu d'un uniforme de serveur impeccable, se déplaçait dans la foule, un plateau de canapé à la main. Son esprit, cependant, était à des kilomètres. Il observait chaque interaction, chaque sourire faux, sentant son cœur battre la chamade contre ses côtes. Était ce soir. Ça devait être ce soir. Il avait son téléphone dans sa poche, les fichiers audio prêts à être dégainés. Il lui fallait juste le bon moment. Et quand quitta, il vit sa chance lorsque la plupart des invités se rassemblèrent près de l'orchestre, pour un discours de Jean-Pierre. Isabelle se tenait à côté de son mari, rayonnante sous les projecteurs. Élodie était momentanément seule sur la terrasse, une petite silhouette observant les lumières scintillantes, mais Léo savait que son regard était fixé sur une seule chose. La rangée de tournesols de l'autre côté de la pelouse. Prenant une profonde inspiration, Léo posa son plateau. Il marcha calmement, mais avec détermination, vers la terrasse. Il était en train de briser la règle la plus stricte qui lui avait été imposée, et il savait que chaque pas le menait vers un point de non-retour. Il atteignit le fauteuil roulant, et s'accroupit à côté d'Élodie. « C'est une belle soirée, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus la musique. « Les tournesols nous regardent. Ils attendent. »
Il n'attendit pas de réponse. Posant ses mains sur les poignées du fauteuil, il le fit rouler hors de la terrasse et sur l'herbe. Il commença à avancer lentement à travers le jardin, vers sa ligne de fleurs dorées. Quelques invités se retournèrent, surpris de voir le fils de la domestique avec l'enfant malade. Les conversations s'essoufflèrent. Depuis l'estrade, Isabelle vit le mouvement, son sourire se figea, une fureur glaciale envahit ses yeux. Comment osait-il? Comment osait-il la défier, ici, devant tout le monde? Avec un sourire forcé à son mari, elle descendit de l'estrade, et commença à traverser la pelouse, ses talons hauts, s'enfonçant légèrement dans l'herbe tendre. Sa démarche était rapide, prédatrice. La musique s'arrêta, les musiciens sentant qu'un drame se nouait. Un silence étrange tomba sur la fête. Léo atteignit les tournesols et tourna le fauteuil pour que Élodie puisse les voir de près. « Regarde, dit-il doucement. Ils ont poussé pour toi. Qu'est-ce que vous croyez faire ?» La voix d'Isabelle N. était qu'un sifflement bas et furieux, destiné à Léo seul, mais dans le calme du jardin, tout le monde l'entendit. Léo se releva, s'interposant entre Isabelle et l'enfant. « Je voulais juste qu'elle voie les fleurs. »« Vous n'avez pas le droit de la toucher, » cracha Isabelle, son visage, un masque de rage à peine contenu. Elle se pencha sur Élodie, ses traits se tordant en une grimace hideuse. « Et toi ?» siffla-t-elle à la fillette, « je t'avais prévenu de ne pas causer de problème. » À cet instant, quelque chose bascula, nourri par des semaines de promesses silencieuses, par la vue de son armée de fleurs et par la présence de son seul allié, une étincelle de défi s'alluma dans les yeux d'Elon, Élodie. Ses petites mains, inertes sur ses genoux, bougèrent. Elles s'agrippèrent fermement aux accoudoirs de son fauteuil. Alors, le miracle se produisit. Avec un tremblement qui secoua tout son petit corps, Élodie poussa. Ses jambes, qui n'avaient pas porté son poids depuis 1 an, se raffermirent sur le sol. Elle se leva, chancelante mais droite, hors du fauteuil. Un souffle collectif parcourut la foule. Jean-Pierre, de l'autre côté du jardin, se figea, les yeux écarquillés d'incrédulité. Isabelle recula d'un pas, son visage passant de la colère au choc pur. Élodie leva un bras tremblant. Elle pointa un doigt accusateur directement sur sa belle-mère. Et puis, d'une voix claire et forte qui résonna dans le silence de mort, elle prononça ses premiers mots depuis 1 an. Celle-ci, était-elle. Le masque d'Isabelle venait de se briser. Si vous avez ressenti un frisson à cet instant de pure vérité, montrez votre soutien avec un commentaire, car la bataille pour VL, âme de cette petite fille était loin, d'être terminée. Un silence de cathédrale tomba sur le jardin. Le temps semblait être suspendu. Les invités, figés, formaient une mosaïque de visages choqués, leur coupe de champagne à moitié levée, oubliée. Le seul son était le murmure du vent dans les feuilles, indifférent au drame humain qui venait d'exploser. Le doigt Élodie toujours pointé tremblait légèrement, mais sa détermination était de fer. Isabelle fut la première à briser le sortilège. Un rire aigu contre nature, échappa de ses lèvres. Mais, elle délire. La pauvre petite, c'est le choc de voir tant de monde, lança-t-elle, cherchant des yeux un allié dans la foule. Son regard balaya les visages, mais ne rencontra que stupeur et suspicion. La panique commença à percer sous son masque de fausse compassion. Elle se tourna vers Jean-Pierre, qui la fixait, le visage blême, comme s'il voyait un fantôme. « Chérie, tu ne vas pas la croire ? C'est une enfant traumatisée. Les médecins nous ont prévenu qu'elle pourrait avoir des hallucinations. » Mais Jean-Pierre ne la regardait plus. Son attention était entièrement rivée sur sa fille. Sa fille qui était debout. Sa fille qui avait parlé. Il fit un pas en avant, puis un autre, traversant la pelouse comme s'il marchait dans un rêve. « Élodie, mon trésor, qu'est-ce que tu dis ?» Sa voix était rauque, brisée par émotion. Voyant qu'elle perdait Jean-Pierre, Isabelle changea de tactique. La bête acculée montra l'écrou. Elle se tourna vers Léo, le visage déformé par la haine. « C'est lui ! C'est ce garçon ! Depuis qu'il est arrivé, il la harcèle, il lui met des idées dans la tête. Je vous l'avais dit, Jean-Pierre, je vous avais dit qu'il était malsain. Il l'a manipulé. » L'accusation était si venimeuse, si désespérée, qu'elle flotta un instant dans l'air, mais avant que quiconque puisse réagir, Léo fit un pas en avant. Il était plus l'employé invisible. Il était calme, posé, le regard droit. « Elle dit la vérité, monsieur, » déclara-t-il d'une voix claire et ferme. Et ce n'est pas tout. Lentement il sortit son téléphone de sa poche. Il le leva, lourd écran brillant dans la pénombre grandissante. « J'ai quelque chose que vous devriez tous entendre. » D'un geste du pouce, il appuya sur «
écran. Un silence. Puis, la voix d'Isabelle emplit l'air du jardin. Pas sa voix publique, mielleuse et charmante. Mais un sifflement glacial, intime et cruel, amplifié par le haut-parleur du téléphone. Tu crois que je ne te vois pas? Tu passes tes journées à regarder par cette fenêtre. Arrête de me regarder comme ça. Tu sais très bien ce qui t'attend si tu ne m'obéis pas. Un murmure d'horreur parcourut la foule. Le visage d'Isabelle se décomposa. Ce n'est rien, c'est sorti de son contexte. Léo ne répondit pas. Il laissa simplement l'enregistrement suivant se lancer. Tu as oublié ce qui arrive quand tu me déçois? Souviens-toi de ce qui est arrivé la dernière fois. L'escalier. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Un seul mot de ta part, et je peux faire bien pire. Le mot « l'escalier » frappa comme un coup de tonnerre. Jean-Pierre eut un haut le cœur, comprenant enfin l'horrible vérité derrière l'accident. Léo laissa une dernière phrase, la plus terrible de toutes, sceller le destin d'Isabelle. Alors tu vas rester silencieuse, tu vas rester immobile. Tu vas rester ma petite poupée cassée, pour toujours. L'enregistrement s'arrêta. Le silence qui suivit fut plus lourd, plus accusateur que n'importe quel cri. La façade d'Isabelle ne se fissura pas. Elle vola en éclats. La femme élégante et respectée disparut, remplacée par une créature prise au piège, les yeux lançant des éclairs de pure méchanceté. C'est faux, hurla-t-elle sa voix stridente. C'est un montage, c'est un complot, cette petite garce menteuse, elle a toujours tout eu. Elle ne méritait rien. Était la confession dont personne n'avait besoin, mais qui confirmait tout. L'humiliation fut totale, publique, spectaculaire. Les invités reculaient, la regardant avec dégoût. Jean-Pierre, le visage ravagé par la douleur et la honte, s'approcha enfin d'elle. Sa voix quand il parla était glaciale, d'une froideur mortelle. « Sortez, dit-il simplement. » Isabelle le dévisagea, incrédule. « Quoi ?»« Jean-Pierre, mon amour. »« Sortez de ma maison, » répéta-t-il, chaque mot pesant une tonne. « Ne prenez rien, ne dites plus rien, partez. » Maintenant. Isabelle resta figée une seconde, puis, voyant la résolution de fer dans les yeux de son mari, et le mépris sur le visage de chaque personne présente, elle se détourna et s'enfuit à travers le jardin, trébuchant sur ses talons, une figure de honte disparaissant dans la nuit. La tension retomba d'un coup, Jean-Pierre se tourna enfin complètement vers sa fille, il tomba à genoux devant elle, le visage inondé de larmes. Des larmes de soulagement, de joie, mais surtout, d'une honte insondable. « Pardonne-moi » sanglota-t-il en la prenant dans ses bras, la serrant contre lui comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. « Mon ange, pardonne-moi de ne pas avoir vu, je suis tellement désolé. » Élodie, pour la première fois depuis 1 an, passa ses bras autour du cou de son père. Et dans le silence du jardin, sous le regard de Léo, le protecteur silencieux, une famille commençait à peine à se reconstruire sur les ruines d'un terrible mensonge. La nuit qui suivit la fête, fut la première nuit de paix au manoir depuis plus d'1 an. Les lumières des lanternes S étaient éteintes, les invités étaient partis, emportant avec eux le scandale qui serait sur toutes les lèvres le lendemain. Mais à l'intérieur de la grande maison, un silence différent S était installé. Ce N était plus le silence lourd et oppressant de la peur, mais un silence doux, presque fragile, rempli de possibilités. Jean-Pierre passa la nuit entière dans un fauteuil près du lit d'eau, Élodie. Il la regardait dormir, le visage enfin détendu, libéré de la vigilance constante qui le hantait. Chaque respiration paisible de sa fille était à la fois un miracle et un coup de poignard dans son cœur. Il revoyait en boucle les derniers mois, chaque fois qu'il avait laissé Isabelle seule avec elle, chaque fois qu'il avait interprété la peur de sa fille comme un symptôme de sa maladie, chaque fois qu'il avait été aveugle. La culpabilité était un poids physique, une chape de plomb sur ses épaules. Il pleura en silence, des larmes de honte et de gratitude mêlées, jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, quand Élodie s'éveilla, elle vit son père à ses côtés, les yeux rougis. Elle lui sourit, un vrai sourire d'enfant qui illumina la pièce. « Papa » dit-elle d'une petite voix encore hésitante, comme un instrument qu'on réapprend à utiliser. Jean-Pierre lui prit la main, la serrant doucement. « Je suis là, mon trésor. Je serai toujours là maintenant. Je te demande pardon, Élodie. Pardon de ne pas avoir su, de ne pas avoir vu. » La petite fille le regarda avec une sagesse qui dépassait son âge. « Ce n'est pas ta faute, papa. » Elle mentait bien. Ces simples mots, si pleins de pardon, brisèrent ce qui restait de la carapace de Jean-Pierre. Il la serra dans ses bras, et pour la première fois, ils pleurèrent ensemble, non pas de chagrin, mais de soulagement. Plus tard dans la journée, Jean-Pierre chercha Léo. Il le trouva là où il savait qu'il serait, dans le jardin, près des tournesols,
en train de les arroser. Le jeune homme se redressa en le voyant approcher, une certaine gêne flottant entre eux. Le rapport employeur-employé était brisé, et il ne savait pas encore par quoi le remplacer. Jean-Pierre s'arrêta devant lui, les mains dans les poches cherchant ses mots. « Léo !» commença-t-il, la voix étranglée. « Je ne sais pas comment. Il n'y a pas de mots pour vous remercier. Et encore moins, pour m'excuser. Je vous ai accusé, je vous ai interdit d'approcher ma fille, alors que vous étiez le seul à la protéger. » Léo hocha la tête, humblement. « Je ne pouvais pas la laisser comme ça, monsieur. »« Ne m'appelez plus monsieur, » le coupa Jean-Pierre. « Vous avez sauvé ma fille. Vous avez fait ce qu'un père aurait dû faire. Vous avez fait preuve de plus de courage et de perspicacité que n'importe qui dans cette maison. Vous êtes bien plus qu'un employé ici. » Il fit une pause, le regard balayant la maison, puis revenant sur le jeune homme. « Si vous et votre mère êtes d'accord, je ne voudrais pas que vous travailliez pour moi. Je voudrais que vous restiez avec nous. Comme un membre de notre famille. » L'offre était stupéfiante, mais elle venait du cœur. Était la seule façon pour Jean-Pierre de commencer à réparer sa propre faillite. Les jours qui suivirent furent une période de redécouverte. Un médecin, un nouveau, choisi avec soin, vint examiner Élodie. Il confirma ce que Léo avait deviné. Il ne s'agissait pas d'une paralysie physique, mais d'un cas extrême de mutisme sélectif post-traumatique. L'abus psychologique constant l'avait littéralement figé dans la peur. Maintenant que la source du traumatisme avait disparu, le médecin prédit une guérison rapide. Et ce fut le cas. Élodie recommença à marcher, d'abord en s'agrippant aux meubles, puis avec une assurance grandissante. Sa voix revenait, remplissant les pièces de questions et de rires qui avaient tant manqué. La maison, autrefois un mausolée, commençait à respirer de nouveau. Le fauteuil roulant fut relégué au grenier, banni comme un mauvais souvenir. Un nouveau lien, puissant et indestructible, se tissait entre les trois. Jean-Pierre apprenait à être un père présent, attentif aux moindres signes. Élodie épanouissait, sachant qu'elle était enfin en sécurité. Et Léo, le héros improbable, était plus une ombre. Il était le gardien silencieux, le grand frère K. Élodie suivait partout dans le jardin, lui montrant comment prendre soin des tournesols, qui lui avaient sauvé la vie. Le silence du manoir avait changé de nature. Il était plus une chape de plomb, mais une douce couverture de paix, sous laquelle une nouvelle famille, forgée dans l'épreuve et la vérité, commençait doucement à guérir. 6 mois plus tard, le manoir de la famille Dubois était méconnaissable. Non pas dans son apparence, les marbres brillaient toujours, et les fleurs étaient toujours fraîches, mais dans son âme. Le silence avait été banni, remplacé par une symphonie de vie. La mélodie de la boîte à musique avait été supplantée par le son bien plus doux du rire Élodie résonnant dans les couloirs, le bruit de ses pas courants sur les parquets, et les conversations animées qui duraient tard dans la soirée. Élodie avait retrouvé toutes les couleurs de l'enfance. Elle allait à l'école, avait des amis, et passait ses après-midi à dessiner, non plus pour survivre, mais pour le simple plaisir de créer. Ses dessins étaient plus seulement des fleurs, mais des scènes de vie vibrantes. Son père lui lisant une histoire, Maria lui préparant son chocolat chaud, et surtout, Léo et elle dans le jardin, entourés d'un champ de tournesol, encore plus grand, et plus éclatant qu'avant. Léo était plus le fils de la domestique. Bien que sa mère, Maria, ait choisi de conserver son poste avec une fierté renouvelée, heureuse de gérer une maison désormais remplie de joie, le statut de Léo avait changé pour toujours. Jean-Pierre tenait sa promesse. Il était devenu une figure paternelle pour le jeune homme, un mentor qui voyait en lui non pas un sauveur à récompenser, mais un fils à chérir. Il finançait ses études dans une prestigieuse école d'art, reconnaissant le talent qui avait été le premier à percer les ténèbres. La relation entre Léo et Élodie était le cœur battant de cette nouvelle famille. Il était son confident, son protecteur, son grand frère de cœur. Il lui apprenait à identifier les constellations dans le ciel nocturne depuis le jardin, et elle l'aidait à choisir les couleurs pour ses peintures. Ils partageaient un lien que personne d'autre ne pouvait comprendre, un lien forgé dans le silence et la confiance absolue. Un après-midi d'automne doré, la scène finale se dessinait dans le jardin. Jean-Pierre était rentré du travail plus tôt. Il ne voyageait plus autant qu'avant. Il avait réorganisé sa vie pour que sa fille soit toujours sa priorité. Il les trouva tous les deux près du parterre de tournesol. Élodie, juchée sur les épaules de Léo, riait aux éclats en essayant d'atteindre la tête de la plus haute fleur. Jean-Pierre s'arrêta un instant, observant la scène, le cœur débordant d'une gratitude si intense qu'elle lui coupait le souffle. La douleur du passé ne s'effacerait jamais complètement, mais
était plus une blessure ouverte. C était une cicatrice, un rappel de la fragilité du bonheur et de la force de ceux qui se battent pour le protéger. Attention vous deux, vous allez finir par tomber, lança-t-il avec un sourire. Léo se tourna, le visage illuminé de joie. On essaye de voir qui est le plus grand, la fleur ou elle. Élodie glissa le long du dos de Léo et courut se jeter dans les bras de son père. C'est la fleur, papa, mais l'année prochaine, ce sera moi. Jean-Pierre la souleva dans ses bras, l'embrassant sur le front. Il regarda Léo par-dessus l'aile, épaule de sa fille. Leurs regards se croisèrent, un regard rempli de respect, d'affection, et d'une compréhension mutuelle. Grâce à toi, Léo, dit doucement Jean-Pierre, assez bas pour que, Élodie n'entende pas, elle aura toutes les années prochaines qu'elle voudra. Ils restèrent là tous les trois, au milieu du jardin, qui avait été le théâtre de la peur, de la résistance, et enfin de la renaissance. Ce N était plus seulement un jardin. C était un symbole de leur nouvelle vie. Une vie où un détail étrange, vu par un héros improbable, n'avait pas seulement provoqué un miracle, mais avait permis à une famille de fleurir. Si cette histoire vous a touché, et vous a rappelé que même dans les moments les plus sombres, un seul acte de courage peut tout changer, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Merci d'avoir écouté.